Bonjour, merci d'être là. Alors là, nous sommes réunis sur un intitulé Écrire pour la jeunesse, écrire pour les adultes, une autre manière d'écrire. Je pense que c'est un thème dont j'entends parler depuis à peu près 40 ans. Mais maintenant, j'ai l'impression, et nous allons en discuter avec vous, Manon Fargeton et Pauline Bilissari, j'ai l'impression que les frontières se brouillent beaucoup plus qu'avant. Cela dit, au Père Castor, où j'ai eu le bonheur de travailler, pour la collection Castor Poche, déjà, on publiait les romans d'André Chédid, qui étaient parus dans la collection pour adultes, et ils passaient dans la collection jeunesse. Ça ne posait absolument aucun problème. Depuis plusieurs années quand même, mais c'était jamais l'inverse. Je me souviens d'avoir eu des discussions très désagréables avec des éditeurs adultes. Je voulais leur proposer des auteurs jeunesse. Ils me disaient « Oh non, non, ça, ils ne savent pas écrire pour les grands. » Bon, d'accord. Et donc, mais c'est pas vrai, et l'histoire nous a démenti, puisque, par exemple, j'ai deux exemples en tête. Philippe Pullman, que moi je trouve vraiment un auteur remarquable, a commencé à être publié en adulte avant de passer en poche chez Folio adulte. A commencé à être publié en jeunesse chez Gallimard, et il est passé en folio adulte lorsqu'il est passé en poche. De la même manière, Pierre Bottero, dont on parlait à l'instant, Pierre Bottero a été publié en jeunesse chez Rageot, et puis quelques années plus tard, vu l'ampleur du succès, et peut-être aussi... il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Christelle Dabos, Marie Vareille... Enfin, oui, mais j'ai pas... en tête, j'ai ça. Que Bottero, il est passé en poche adulte parce que tout le monde aime ça et donc et vous, Manon, vous êtes une auteure, une jeune auteure qui a déjà autrice, je préfère. Si tu veux bien. Non, on dit quoi? Autrice, je préfère. Ah pardon, d'accord. Moi je le préfère. C'est vrai que je dis éditrice aussi. Moi. Pardon, une jeune autrice. D'ailleurs, c'est vrai que on a du mal encore à féminiser. Ah oui, mais alors quand on s'y met, après on n'arrive plus à revenir en arrière. Hein. Ouais, non. Oui, et puis surtout, ça a existé pendant très très longtemps et on ne sait pas pourquoi ça avait bougé. Donc vous êtes si, on sait pourquoi. L'Académie française, je t'expliquerai. Oui, mais pourquoi a-t-elle tant de pouvoir? Pourquoi a-t-elle tant de pouvoir, l'Académie française? Ah parce qu'on leur a donné, à un moment donné. Et ils ont choisi d'éradiquer certains mots, dont autrice. Donc, vous êtes autrice et vous avez une œuvre déjà tout à fait impressionnante. Vous avez publié, je sais pas, 20, 25 livres, 30 livres. Je crois qu'on a dépassé la trentaine là. Ouais, à la fois en jeunesse, beaucoup en jeunesse peut-être, et peut-être aussi pour ça que vous êtes le plus connu, mais c'est un tort. Et vous avez aussi publié pour des collections dites d'adultes. Et est-ce que vous avez aussi, vous, des livres que vous avez publiés en jeunesse qui sont passés en poche adulte? Ouais. Je crois voir ça. C'est le cas de 10 jours avant la fin du monde, qui était sorti chez Gallimard Jeunesse et qui, en poche, est sorti à la fois au rayon ado et au rayon adulte dans 2 éditions différentes. Et ils ont refait ça là récemment pour le cycle des secrets, donc qui est une trilogie de fantasy grands ados et adultes. Et pareil, ils l'ont sorti dans les 2 éditions. Là, c'est en train de sortir dans les 2 éditions en poche. Pauline, vous êtes poète. Vous êtes poète, vous publiez la poésie. Est-ce qu'on peut se dire que la poésie a un genre, ou bien s'adresse à une catégorie d'âge, ou alors est-ce que c'est complètement insensé de dire ça? Je dirais que c'est quand même très intergénérationnel. Souvent, de prime abord, les gens vont avoir tendance à me dire que ils vont être plutôt adressés aux jeunes adultes. Mais en réalité, c'est très intergénérationnel. Et quand je vois les gens qui achètent en salon et qui viennent me voir en salon, ça va de 14 ans jusqu'à pas d'âge. Et je pense que c'est au contraire des textes qui parlent beaucoup, qui parlent à la personne qu'on est aujourd'hui ou qui parlent à la personne qu'on a été aussi plus jeune. Et ouais, non, c'est hyper vaste comme public finalement. Alors ça, Les astres brilleront toujours, c'est un roman. Un roman, vous êtes d'accord avec ce terme? Un roman en vers. En vers libre. Tout à fait. Voilà, avec une narration alternée, un garçon, une fille, comme Céleste, qui se parlent, qui s'évitent, qui se cherchent et qui peut-être se trouveront. Voilà. Que pensez-vous du thème de notre rencontre? Est-ce que vous, lorsque vous avez écrit ce livre, roman ado-adulte, une autre manière d'écrire, qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est du pareil au même. Après, c'est parce que ce que je mets dans mes livres, il y a toujours une grosse partie de moi, que ce soit en fiction ou en non-fiction avec la poésie. Et bon, là, celui-là est classé en jeunesse, mais mon prochain roman à sortir est un roman classé adulte.
Et j'ai pas senti de différence dans l'écriture parce que, en fait, il s'agit de thématiques qui me parlent, qui ne vont pas être les mêmes pour les adultes ou pour les ados, mais qui dans tous les cas, moi, me parlent. Donc en fait, moi, dans mon écriture, je vais pas sentir cette différence-là. C'est plus dans les enjeux de mes personnages où on va établir que c'est plutôt un texte adulte ou plutôt un texte jeunesse. Mais on va en parler plus tard. Parce que je pense que je me demande si c'est pas ça la vraie question. Et vous, Manon, parce que donc moi j'ai lu ce livre qui est paru. Je regarde parce que le titre a changé. Ce que prend la mer, et ce livre que vous avez écrit avec Jean-Christophe Texier, Quand vient la vague, ce sont des thématiques relativement proches. On est sur les maritimes, là. Comment ? On est sur le maritime, là. Ouais. Oui, on est sur le maritime et on est aussi sur les histoires familiales. On est sur les secrets de famille, ouais, c'est dans les deux, effectivement. Alors, c'est quoi la différence entre l'un et l'autre, l'un en jeunesse, l'autre en adulte ? C'est qu'il y a la question de secret de famille, effectivement, mais... Dans Quand vient la vague, par exemple, on va être davantage... Déjà, on est dans le point de vue des adolescents. Et sur leur rapport à leurs parents, leur rapport à leur fratrie, etc., alors qu'ils sont ados et qu'ils découvrent un secret de famille. Dans Ce que prend la mer, on a une héroïne qui est adulte. Là aussi, il y a évidemment, puisqu'on est dans les secrets de famille, le lien à la fratrie, le lien aux parents, mais avec aussi d'autres thématiques plus adultes, comme le désir de devenir mère ou pas, qui traverse quand même tout le roman et qui là s'adresse plutôt à des adultes et moins à des adolescents, forcément. Ouais, j'en sais rien, ça, moi. C'est-à-dire que j'ai des lecteurs adolescents et des lecteurs et des lectrices adolescentes, mais ça va être plutôt quand même des lycéens ou des lycéennes. Ça va pas être des collégiens ou des collégiennes sur cette thématique-là. Alors, d'ailleurs, c'est une thématique qu'on voit pas souvent, ça. Hein, donc, en 2 minutes. Juste en 2 minutes, ce roman, c'est l'histoire d'une jeune femme dont le père violoncelliste était très brillant et qui fait un AVC, très grave, donc il est hospitalisé. Et elle va découvrir, elle va aller à la recherche de ce père, elle va découvrir qu'il a une vie parallèle, une vie secrète. Elle va découvrir des photos, en fait. Elle va découvrir des photos de lui très jeune, en train de jouer du violoncelle sur une falaise. En Écosse. Alors, elle va découvrir que c'est en Écosse, mais elle va partir sur les traces de ces photos pour essayer de comprendre ce que c'est, en fait. Parce que sur les photos, il y a des femmes qui dansent devant lui, c'est assez étonnant. Et surtout, il a 17, 18, 19 ans, elle ne sait pas. Et c'est un père, finalement, qu'elle n'a jamais connu, parce que c'est un père bien avant elle. Et effectivement, vu qu'elle est dans cette problématique, elle, dans ce questionnement par rapport à son propre désir de devenir mère, c'est aussi une manière de partir à la recherche de son père et d'essayer de le comprendre une dernière fois avant peut-être de devenir mère. Ou pas. Et donc, elle est journaliste et elle fait une enquête et elle interroge les femmes pour savoir... Alors j'ai trouvé ça passionnant. Et je sais pas, vous avez fait l'enquête ? De quoi ? Vous avez fait l'enquête ? Ah oui, alors toutes ces séquences sont vraies. C'est-à-dire que c'est vraiment des amis que j'ai interrogés, ou des personnes qui ne sont pas des amis d'ailleurs, qui sont un peu plus loin de moi. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille, elle fait des vidéos en fait pour les réseaux sociaux essentiellement. Et avec pas mal de micro-trottoirs, vous voyez, elle va interroger des gens sur des thématiques. Et là, elle se rend compte qu'on demande toujours aux femmes qui ne veulent pas d'enfants pourquoi elles ne veulent pas d'enfants. Et elle essaye de retourner le truc et elle se dit moi je vais aller demander à des femmes qui ont eu des enfants pourquoi vous avez choisi d'avoir des enfants. Et c'est une manière aussi, elle, de trouver ses propres réponses, bien sûr. Et donc, dans le roman, on a à la fois toute la narration, toute son enquête par rapport à son père, puisque là aussi, elle va mener une sorte de documentaire où elle va filmer les gens qu'elle rencontre, qui peut-être l'ont rencontré à l'époque quand il est venu en Écosse sur cette petite île. Et puis, il y a ces séquences écrites vraiment comme du scénario, qui viennent ponctuer ces interviews sur où elle va voir des inconnus ou des amis parfois et leur demande pourquoi vous avez choisi d'avoir des enfants. Est-ce que c'est ça la différence ? Je parle d'écriture. Est-ce que c'est ça une écriture plus complexe, une écriture plus fragmentaire ? Est-ce que c'est ça la différence ? Est-ce que ça vous n'oseriez pas le faire pour les plus jeunes ? C'est-à-dire que je le ferai pas de la même manière. Je guiderai plus la lecture. Quand je m'adresse à des adolescents, je veux en laisser aucun sur le bord de la route. Je veux m'adresser à tous.
Et donc, je vais pas m'adresser que aux bons lecteurs ou aux bonnes lectrices. Je vais guider davantage la lecture. Par exemple, si je change de point de vue, ce que je fais beaucoup dans mes romans, j'écris beaucoup du roman choral, je vais mettre le prénom du personnage qui en début de séquence pour qu'il n'y ait pas de doute, qu'on sache où on en est. Pour qu'on sache où on en est, pour les aider un peu là-dedans. Dans un roman adulte, je vais pas faire ça. En particulier, je pense à mon précédent roman adulte qui s'appelle Tout ce que dit Manon est vrai, où tous les personnages disent je et on a une quinzaine de points de vue. Et en début de séquence, le je, on sait pas quel est le jeu. Il y a un petit jeu avec le lecteur ou la lectrice qui va devoir deviner sur les premières lignes qui est en train de parler. Ça, je ne le ferai pas en ado parce que je sais que je vais perdre au moins la moitié des lecteurs potentiels de ce livre si je fais ça. Et je veux pas les laisser sur le bord de la route, des adolescents. Et vous, Pauline, vous avez déjà dit qu'en fait, ça ne changeait pas, mais est-ce que, à l'aune de ce que vient de dire Manon, vous partagez ce qu'elle dit, ou bien toujours vous dites non, moi, c'est la même chose, la structure des livres est la même pour les adultes et pour les jeunesses? Qu'est-ce qui va différencier votre livre Moi, qui va se paraître? Moi, c'est vraiment plus une question d'enjeux. Les enjeux des personnages qui vont être différents. Dans ma façon d'écrire à moi, ça ne change rien. Toujours. Moi, je reste. Après, j'ai quand même beaucoup moins d'expérience aussi de romans que Manon, donc forcément, il y a plein de procédés que j'ai pas encore testés et que peut-être je testerai plus tard. Mais ça va plutôt être sur les enjeux de mes personnages, pas seulement sur leur âge. Évidemment, on est sur des personnages plus âgés, sur l'adulte. Alors là, dans le cas de mon roman que j'ai fini d'écrire, mais effectivement, ça va être les thématiques, la maternité, beaucoup, le monde du travail, le fait de s'y conformer ou non, de se conformer aux normes justement. La sexualité, c'est beaucoup d'enjeux dont je vais moins, en tout cas, ou pas parler dans un roman young adulte ou adolescent. Mais sur ma façon d'écrire en elle-même, je pense, enfin en tout cas c'est les retours que j'ai énormément, que ce soit sur les recueils de poésie ou sur ce roman-là qui est classé ado, j'ai a priori une écriture qui est quand même assez intergénérationnelle et qui en fait peut glisser entre les genres. Et je m'amuse pas encore à plus ou moins complexifier mon écriture d'un genre à l'autre. Et puis j'ai pas encore écrit non plus pour la jeunesse, vraiment jeunesse. Ce qui serait différent si j'écrivais pour du 9 ans et plus, ou un album jeunesse peut-être, ça serait différent évidemment, ma réponse ne serait pas la même. C'est vrai, vous pensez ça? Et Saïra, par exemple, votre recueil, vous pensez que c'est un recueil de poésie qui s'adresse à qui? Il s'adresse à tout le monde, c'est toujours pareil. La poésie, en fait, c'est tellement intergénérationnel que moi-même, mes livres, en fait, je les adresse pas forcément à un public. Ils vont avoir un public cible, ou commercialement, on va leur adresser un public cible. Oui, mais ça, c'est pas votre propos à vous, c'est le propos de l'éditeur. Voilà, c'est ça. Du commercial. Mais en réalité, moi, quand j'écris le livre que j'ai envie d'écrire. J'écris les thématiques qui me parlent à tel ou tel instant, pour telle ou telle raison, qui sont liées à ma vie ou non. Et puis en fait, c'est après, une fois que le livre il est publié, il est mis plutôt en adulte ou plutôt en ado, mais en réalité, moi, mes livres, je les conçois de la même façon. Encore une question un peu piège, là. Pour avoir beaucoup fréquenté des auteurs jeunesse à un moment donné de ma vie, je sentais bien qu'ils étaient contents de publier en jeunesse. D'abord, ils voient leur public, beaucoup, mais que quand même, pour certains d'entre eux, et pour beaucoup d'entre eux, il y avait le truc, ouais, mais publier en adulte, quand même, c'est top. Qu'en pensez-vous? C'est mieux. Alors moi, si je devais choisir un seul âge et m'y tenir et ne plus jamais écrire pour les autres, ce serait les ados. Et pour moi, il y a rien de qui m'intéresse plus, qui me passionne plus que d'écrire pour les adolescents. Et je trouve que c'est le public le plus génial du monde parce qu'ils sont complètement cash. Quand ils aiment, ils adorent. Quand ils aiment pas, ils te le disent. Et non, mais j'adore ce côté. C'est pas complètement sans filtre parce qu'ils ont des filtres, mais en tout cas à fleur de peau, sincère dans leurs enthousiasmes comme dans leur dégoût. Et ça m'arrive souvent d'aller en classe et dire ouais, moi j'aime pas lire. Ok, alors vas-y, t'aimes pas les histoires du coup? Et on commence à discuter. Et ça, moi, ce rapport-là avec le lectorat adolescent, je l'adore. Donc le côté. Alors je viens aussi, je pense, d'une génération qui est la première génération qui a vraiment grandi avec énormément de choix en littérature jeunesse et en littérature ado.
la génération Harry Potter, et puis il y avait en francophone les Evelyne Brizot-Pellen déjà qui est là d'ailleurs, Qui est là. que j'adore, Christian Grenier, Michel Honecker, enfin voilà, il y avait une offre déjà. Oui, vous parlez du Prince d'Ébène. Parce que moi aussi, c'est un livre qui m'a... C'était un de mes bouquins chouchou, ça, Le Prince d'Ébène. Et donc je sais à quel point la littérature jeunesse et ado m'a apporté, m'a fait grandir, m'a aidé à comprendre plein de choses, qui je voulais être dans ce monde-là, et comment ça fonctionne, l'amitié, l'amour, tout ça. Je sais à quel point cette littérature a marqué ma vie entière. Et beaucoup plus en fait que des livres que je peux lire aujourd'hui en tant qu'adulte, qui parfois me marquent, qui parfois me touchent, évidemment, mais qui n'ont pas le même impact sur toute ma trajectoire en fait. Donc pour moi, il n'y a rien de plus noble que d'écrire pour l'enfance et l'adolescence. Et vous, Pauline ? Moi, c'était un rêve d'être publiée en ado. C'était le rêve de ma vie d'autrice, c'était ce livre. Moi, j'ai commencé en écrivant du roman young adulte, mon premier roman que j'ai auto-édité, et j'ai tenté toutes les maisons d'édition et ça a jamais fonctionné. Et après, je suis venue à la poésie, puisque la poésie s'est imposée à moi et n'est plus jamais repartie. Et du coup, j'ai été publiée en poésie, bien avant d'être publiée en roman. Mais la publication des Astres, c'était vraiment mon rêve. Mon rêve, c'était la littérature ado, parce que pour la même raison que Manon, moi, j'ai grandi avec cette littérature-là. Et je dis souvent que moi, c'est une littérature qui m'a sauvé la vie. Et en fait, j'avais envie de pouvoir y contribuer aussi d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que moi, j'ai fait des études en édition. Finalement, je suis freelance, mais moi, je voulais travailler en tant qu'éditrice young adulte, parce que je voulais éditer les livres qui changeront la vie d'autres adolescents et qui les aideront un petit peu à mieux vivre le quotidien, qui est pas toujours facile. Et donc moi c'était mon rêve, et je continue, alors même si je viens à l'adulte maintenant, parce que mes préoccupations personnelles, et que moi mon premier ressort d'écriture, c'est ce qui m'anime, c'est ma vie personnelle, même si ça reste de la fiction. Donc forcément, plus je grandis, plus j'ai aussi de nouvelles expériences et envie d'écrire sur de nouvelles choses. Mais j'ai toujours des projets d'ado, et chaque année j'ai de la jeunesse qui sort, parce que c'est le cœur même du roman que j'aime, et je sais que j'en ferai toute ma vie. Je crois que c'est Marie-Aude Muraille qui disait que on écrivait toujours à hauteur d'enfant, quand on écrivait pour les enfants, qu'on se retrouvait, qu'on pouvait être très âgé et pouvoir continuer à entendre sa voix d'avant. Mais juste autre chose, il me semble, moi, que c'est pas tant une manière d'écrire, quoique c'est vrai qu'il y a des fois où des structures littéraires qui sont plus complexes ou pas, mais que c'est plutôt la thématique qui change. Et pendant très longtemps, quand même, il y a eu des thématiques qui étaient totalement tabous dans la littérature jeunesse, qui étaient censurées et auto-censurées, censurées par les éditeurs, auto-censurées par les auteurs, la sexualité, la mort, l'homosexualité, tout ça, c'était des choses dont on tous les sujets de mes romans, voilà. Y compris jeunesse. Moi, je me souviens, on ne voulait pas voir ça, on ne voulait pas entendre ça. Les enfants ne sont pas capables d'entendre des histoires épouvantables. Et puis la sexualité, ça les regarde pas. Et ça a beaucoup changé, mais quand même. Oui. Est-ce que les choix aussi d'écriture, c'est pas vous par exemple, vous l'avez dit, Manon, le désir d'enfant, vous pensez que ça s'adresse pas trop aux adolescents ? Si, ça peut s'adresser aux adolescents, ça peut même s'adresser aux petits, mais sauf que on va pas l'aborder de la même manière. En fait, pour moi, oui, en fait, c'est la manière d'aborder la thématique, et c'est là que je suis pas entièrement d'accord là sur le propos, c'est que pour moi, on peut parler de tout pour tous les âges, vraiment. Bon, je pense que c'est aussi ce que tu penses, mais un peu. Mais et toutes les thématiques peuvent être abordées vraiment. Enfin, moi, j'ai fait un bouquin qui parle quand même d'inceste et qui s'adresse à des enfants de 7-8 ans et qui est un roman, qui est de la fiction, qui est pas un documentaire, parce qu'il y en a aussi beaucoup en documentaire sur cette thématique-là. C'est un roman, c'est de la fiction. Et en même temps, c'est complètement à hauteur d'enfant, et des enfants qui ne sont pas concernés par ce sujet vont comprendre que le petit garçon vit de la violence, mais pas forcément quel type de violence, et c'est très bien comme ça. Par contre, je pense que des enfants concernés
vont tout de suite comprendre de quoi je parle. Et voilà, c'est une thématique que j'ai abordée dans ce roman-là pour les petits qui s'appelle Ombreline. C'est aussi une thématique que j'ai abordée dans un roman adulte qui s'appelle Tout ce que dit Manon est vrai, dont je parlais tout à l'heure. Mais je ne l'aborde pas du tout de la même manière, mais c'est la même thématique. Donc je pense vraiment que c'est une question d'angle, d'approche, et effectivement, ça rejoint ce que dit Mario de Muraille, c'est que il y a ce truc où si j'écris un roman où mon personnage principal a 8 ans, ou si il a 15 ans, ou si elle a 30 ans, ou 40 ans, ou 60, je vais être dans son regard, avec son expérience de vie, avec sa manière de voir les choses, de ressentir, d'analyser ou pas ce qui est en train de se passer. Et donc forcément, je vais pas aborder la thématique de la même manière, mais c'est la même thématique. Je me souviens, ça fait longtemps, mais le premier, il me semble, le premier roman ado qui est paru sur les abus sexuels, c'était La fille du canal de Thierry Lenain. Je me tourne vers mes camarades documentalistes qui en avaient peut-être entendu parler. Ça avait fait un scandale innommable. Il y avait eu vraiment des levées de boucliers. C'est une histoire d'une petite fille qui allait faire prendre des cours de piano ou de violon peut-être, et elle voulait plus y aller. Et ses parents ne comprenaient pas pourquoi elle voulait pas y aller. Et on l'apprenait au fil du livre. Donc c'est que son prof la tripotait, l'agressait, quoi. Et ça avait fait un scandale faramineux, alors que bon sang de bois, on peut penser que c'était quelque chose... et ça avait tellement fait de bruit que le livre, il avait disparu. Alors que maintenant, plus on fait du bruit sur un livre pour le dénoncer, plus ça le fait vendre. Ça fait du buzz. À l'époque, c'était le contraire, quoi. Et pareil, les premiers livres avec des personnages homosexuels. Oui. Là aussi, c'était compliqué au départ dans la littérature jeunesse. Ça fait longtemps que ça a évolué, ça. Et à l'inverse, d'ailleurs. Peut-être ne serez-vous pas d'accord. Mais pour en lire quand même beaucoup, à chaque fois maintenant, dans un livre pour ados, il y a un personnage homosexuel, lesbien ou homosexuel, garçon. Et je me dis, c'est quand même, là, ça devient un tic, ça, quand même. Ça devient... Non, en fait, ça devient un reflet du monde réel. Mais c'est comme dans les séries télé maintenant aussi. Dans les séries télé, systématiquement, il y a un personnage homosexuel. Oui, mais parce que c'est logique. Oui, mais c'est le monde dans lequel on vit. Mais qui est mis en avant comme ça, alors que peut-être... Pas forcément, je suis pas d'accord. Moi, par exemple, je pense à une de mes séries qui s'appelle Les Plieurs de temps. Il y a le personnage qui est narrateur, qui est narratrice dans le 3e tome, Camille. Elle fait de la musique, elle fait des percussions, et quand on fait des percussions au conservatoire, on va travailler au conservatoire parce qu'on n'a pas tous les instruments chez soi, il y a plein d'instruments différents. Et donc il y a une scène où elle va et ça fait du bruit en plus. Elle va travailler au conservatoire les percussions, et elle a 2 amies, 2 sœurs jumelles qui sont là et avec qui elle fait de la musique. Et elles sortent du conservatoire. Et les 2 papas de ses sœurs jumelles sont en voiture et proposent à Camille de la ramener. Et c'est tout, en fait. Ça n'est pas un sujet, c'est pas le sujet du livre. Juste, c'est là parce que ça existe. Oui, parce que c'est la vie. Bah oui, c'est la vie. Oui. Enfin, y a pas besoin d'en faire le sujet forcément. Oui, je suis d'accord. Ouais, moi c'est pareil. Dans le roman Les astres brilleront toujours, on a aussi un couple de 2 mamans et qui est juste les parents d'un personnage secondaire du livre, en fait. Donc c'est même des personnages tertiaires du livre, et on ne sait rien d'autre en soi que ça. C'est un fait, et elles sont là. Et d'ailleurs c'est assez drôle et triste surtout. Un jour je suis tombée sur une chronique sur un blog en ligne, un blog religieux, qui encensait le roman si on omettait le passage, l'élément d'un couple lesbien, et ça a fait tiquer quand même de se dire. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais moi, je trouve ça bien, au contraire, qu'on en mette et qu'on représente, parce que c'est la réalité. La littérature jeunesse, comme la littérature adulte, on va dire, est le reflet de la société contemporaine ? Oui et non. Enfin, pour moi, la littérature jeunesse devrait... Enfin, j'ai l'impression que... C'est pas devrait, mais j'ai l'impression que quand on écrit, en particulier en jeunesse, c'est moins le cas en adulte. Mais en jeunesse, on a ce truc où on est en permanence en train d'osciller entre 2 pôles. Le monde tel qu'il est, et le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Et d'une certaine manière, des fois, on écrit le monde tel qu'on voudrait qu'il soit pour qu'il ait une chance d'advenir. Voilà. Donc des fois, on prend un peu d'avance sur la société, on espère, en tout cas, en se disant, mais en fait, ça, j'ai envie que ça soit normal. J'ai envie que ça ne pose aucune question à mon personnage. Et que pour lui, pour elle, ce soit complètement normal.
Ouais, mais c'est ça, parce que forcément, si c'est normal pour mon personnage, bah le lecteur ou la lectrice qui voit ça peut peut-être se dire ah bon, ah bah ok, bon bah c'est normal alors. Et c'est comme ça qu'on change le monde aussi. Ah mais la littérature change le monde, on est bien d'accord. Alors il nous reste peu de temps. Est-ce que vous avez des questions à poser, ou alors on continue à bavarder, à discuter entre nous? Allez-y, monsieur. J'aurais bien aimé avoir votre avis quand vous parliez sur la sexualité dans les romans, sur la dark romance. Vraiment, c'est peut-être un peu saoulant, je suis d'accord, mais si vous avez des choses à... Je veux juste dire un mot. Théoriquement, la dark romance est publiée dans des collections adultes. Il se trouve que tous les adolescentes, il semblerait, dans les librairies se ruent et qu'elles... Ouais, bien sûr, Oui, bon, alors là, gros débat pour les 5 minutes qui nous restent. Je sais pas si on peut aller là-dedans. Mon avis sur la dark romance. Bah déjà, j'en ai peu lu quand même, donc c'est un peu difficile d'avoir vraiment un avis dessus parce que j'en ai peu lu. J'ai des amis qui se sont sacrifiés pour moi et qui m'ont envoyé des captures d'écran de certaines pages. Ok. Moi, alors, il y a ce qui me rassure et ce qui m'inquiète là-dedans. Ce qui me rassure, c'est que quand j'en parle avec les ados, parce que j'en parle souvent du coup en rencontre scolaire et autres, ils ont beaucoup de recul en fait. Ils sont capables de dire non mais je sais très bien que c'est pas ça que j'ai envie de vivre, je sais très bien que c'est pas comme ça la vraie vie, que c'est pas comme ça la sexualité, que c'est pas voilà. Mais il y a un côté fascinant et j'ai envie de lire cette histoire. Voilà. De même que des ados qui tombent sur du porno par exemple sont capables de comprendre que la vraie sexualité c'est pas exactement ça non plus. Et en même temps, ça n'empêche que c'est un âge où on se forge nos fantasmes et que forcément, ça va influencer leur fantasme sexuel, leur imaginaire sexuel, et qu'il va falloir déconstruire tout ça après coup, et que même quand on déconstruit tout ça, on sait très bien, enfin voilà, j'ai été ado dans les années 2000, il y avait plein de choses à déconstruire aussi, sur le rapport au corps, sur le rapport à la sexualité, sur plein de choses, mais même quand on le déconstruit, en fait, ça continue à nous accompagner quand même. On est en permanence en train de se dire, ah oui, alors ça, non, et donc ça me fait peur parce que je me dis, bah voilà, c'est un imaginaire qui va les accompagner toute leur vie. Et j'aimerais bien leur épargner ça. Mais en même temps, on peut pas épargner aux enfants et aux adolescents tout ce qu'on voudrait leur épargner. Et il va falloir qu'ils fassent leur propre chemin avec ça aussi. Voilà. Mais il faut leur faire confiance aussi pour le faire, ce chemin-là. D'autres questions? Alors justement, à ce propos, pas forcément dark romance, mais romance. Ça, c'est un nouveau phénomène qui est relativement récent quand même, qui a surgi là. Et alors, j'en ai pas lu. Je peux critiquer quand même, mais je n'ai pas lu. J'en ai pas lu parce que je me refuse à lire ça parce que d'abord il y a trop de bons livres. Non, mais il y a trop de bons livres à lire. Non, je trouve que ça n'en est pas un, moi. Ouais. Ah non, mais c'est pas du tout la même chose, oui. Le propos n'est pas le même. Voilà. Et donc, parce que souvent, quand même, dans ces livres-là, me semble-t-il, même si je les ai pas lus, il y a quand même une reproduction et des schémas tout à fait traditionnels. Ah, la femme à sa place, beaucoup. le garçon à sa ça place. change énormément. Ça change beaucoup. Peut-être il y a 15 ans, 20 ans, oui, mais aujourd'hui, au contraire, la romance est un genre tellement en explosion. On a de tout. On a de tous les schémas, de toutes les sexualités, de tous les couples, de toutes les représentations. Et il est très souvent à tort. Et pourtant, je ne suis pas une lectrice de romance, ni une autrice en soi du genre de la romance. Il est très souvent considéré comme un sous-genre et dénigré, alors que, au contraire, c'est un genre qui attire beaucoup les jeunes, encore une fois, et qui permet, au contraire, de dénoncer beaucoup de choses et de mettre en lumière énormément de choses, et qui a beaucoup plus de choses à offrir que ce qu'on le pense. Ouais, que mes idées arrêtées. Ouais, oui, vraiment. Mais d'accord. Mais il y a tellement de bons livres qui sortent que Bien sûr, mais c'est aussi des très bons livres. Et il y a des livres mais alors incroyables. pourquoi est-ce qu'on les logote romance, Attends, quoi comme dans tous les genres, il y a des bons livres et il y a des mauvais livres. Mais il y a des très bons livres en romance.
Et il y a des très mauvais romans de Blanche. Et il y a des, enfin, voilà, Oui, ça, on est bien d'accord. Il y a de tout. Ce dans qui tous me les genres. dérange, c'est de leur assigner ce genre-là, quoi. Ouais. Oui, mais c'est comme si, c'était la même chose pour le polar. À un moment donné, le polar était considéré comme un sous-genre de la littérature de gare, etc. Et puis, il y a toute une génération qui est la génération qui a aujourd'hui 50 à 60 ans. Non, mais c'est celle-là qui a donné ses lettres de noblesse au polar et au roman noir. Et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment considéré comme un sous-genre. C'est considéré comme une littérature à part entière. Ma génération, c'est celle qui a commencé à donner et continue à donner ses lettres de noblesse aux littératures de l'imaginaire, qui était considéré comme un sous-genre et qui est de moins en moins considéré comme un sous-genre. Bon, ben là, il y a une génération qui arrive et qui va donner ses lettres de noblesse à la romance, c'est sûr, parce que c'est cette littérature-là avec laquelle ils ont le plus grandi. Et je pense que chaque génération porte aussi sa littérature. Il n'empêche que pour les polars, c'est juste pour apporter un petit peu de contradiction, il y a quand même des auteurs de polars qui ont été publiés, je pense à Pénac, par exemple, c'est l'auteur vraiment super connu qui, dès lors qu'il a été un peu reconnu, il est passé dans la Blanche. Hein. Mais il y a des romans d'imaginaire dans la Blanche mais ce sont aussi, les en mêmes, fait. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais ça, c'est juste, c'est du marketing, tout ça. C'est juste du marketing. Si on le sort dans la Blanche ou si on le sort avec des couvertures colorées et des personnages qui ont des casques et des épées. Vous voyez, c'est juste du marketing. C'est le même texte, en fait. C'est le même genre. Oui, mais n'empêche que c'est ça. C'est que moi, enfin voilà, la romance, comme ça me dérange. L'idée me dérange. Mais c'est pas grave. Hein. Oui, mais bon, on pourrait dire que, alors c'est pas des romans que j'aime beaucoup, mais Fanfan la Tulipe et autres, à l'époque, c'est sorti en blanche. Hein. C'était déjà de la romance. Ouais, j'ai pas lu. Mais c'est pas grave. Mais mais ça n'empêche que ça a eu un succès gigantesque et que c'était marketé comme un livre de littérature populaire, mais littérature quand même. Pauline, vous avez des choses à dire? Non, mais de la même façon, comme disait Manon, qu'il y a des auteurs de littérature plus adultes qui aujourd'hui se mettent aussi à la romance, avec ou sans pseudo, mais pas par honte, mais simplement par question marketing justement, ou de lectorat, ou d'avoir envie de gagner justement un nouveau lectorat. Et je pense qu'il faut vraiment se défaire de cette idée des lettres de noblesse de la litté blanche, à l'inverse des autres genres. Et aujourd'hui, oui, toi tu publies des romans en adulte, moi aussi. Je me considère pas plus autrice ou plus renommée ou plus, je sais pas, mieux dans mon statut d'autrice, plus légitime, parce que j'ai un roman qui sort en adulte alors que jusqu'à présent c'était en jeunesse. Et je suis d'autant plus fière d'avoir un roman qui est sorti en jeunesse parce que je trouve ça d'autant plus dur comme littérature et comme public en face. Et je pense que c'est vraiment un truc à déconstruire. Ouais. Mais est-ce que justement le fait que ces livres-là se fassent des piles dans les librairies et que ces livres se vendent, est-ce que c'est une tentation pour vous d'y aller? Non, enfin, en fait. Oui, mais non, je pense qu'on reste maître de ce qu'on a envie d'écrire et qu'à partir du moment où on écrit parce qu'on aime ça, enfin oui, il y a toujours la tentation de se dire peut-être que si j'écrivais dans un autre genre, ça marcherait mieux, mais en fait, ce serait pas moi. Et si aujourd'hui je fais ce que je fais, c'est parce que j'y trouve un intérêt propre. Et si un jour j'écris de la romance ou que j'écris vraiment dans le genre de la romance, c'est que j'ai eu un attrait pour ce genre-là et que j'en ai l'envie. Et peut-être, je me ferme pas du tout à la question. Mais c'est pas parce que je le vois en pile et que ça se vend par dizaines de milliers d'exemplaires que je vais m'y mettre pour autant. Bah, non, mais par contre, j'écris pour des enfants de 3 ans, j'écris pour des adultes, j'écris pour des ados, j'ai écrit des romans de fantasy, j'ai écrit des romans réalistes, j'ai écrit des thrillers, j'ai écrit du fantastique. Enfin, c'est aussi ce truc où moi je me mets pas de barrière, j'ai pas de porte, j'ai pas de porte que je me dis celle-là je la pousserai jamais. J'en sais rien, si à un moment donné comme tu disais, mon envie m'emmène là. Et qu'il y a une idée que j'ai envie de creuser et que ça m'intéresse et que j'ai envie de pousser cette porte-là, évidemment que je la pousse, mais pas pour des raisons marketing. De toute façon, ça, je pense que j'en suis assez incapable. Oui. Je suis incapable de faire un travail de commande, par exemple. Ouais. C'est toujours des projets qui viennent de moi. Et comment vous faites pour écrire les albums, par exemple? J'ai vu que vous aviez sorti un album. Il me semble que moi, l'album, c'est ce qui est le plus difficile à écrire. Alors, je sais pas si c'est le plus difficile, mais moi, j'ai mis longtemps. J'adore les albums jeunesse. J'en ai toujours lu. J'ai jamais cessé d'en lire. Je suis hyper admirative de plein d'auteurs et d'illustrateurs, d'illustratrices jeunesse. C'est vraiment un genre que je respecte profondément et que j'adore.
Et pendant longtemps, j'avais très envie d'en écrire parce que j'adore ça, et j'avais pas eu le déclic. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, voilà, ça a cliqué dans ma tête parce que je me suis dit, mais en fait, un album jeunesse, c'est comme une chanson. Et moi, ma première écriture, c'est l'écriture de chansons depuis toute petite. Et donc, je me suis dit, ah oui, en fait, il y a tout le jeu sur la mélodie des mots, sur la rythmique, sur la répétition parfois, avec des passages qui sont presque comme des refrains. Et cette histoire miniature qui est une chanson aussi, bah voilà, on retrouve ça dans l'album. Et ça a fait déclic tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, bah voilà, en fait, je peux en écrire. En fait, je peux savoir en écrire. Et que je me suis autorisée à le faire. Mais ça a mis du temps. Hein. J'ai mis longtemps. Oui, moi, ça me semble très compliqué d'être dans le minimaliste. Ouais. Et dans le minimalisme, et puis aussi de se dire en permanence, c'est ça qui est très particulier avec l'album, c'est de se dire, j'écris un texte, mais il faut que ce texte, il autorise l'illustrateur ou l'illustratrice à prendre sa place et à raconter autre chose en parallèle, à aller plus loin que mon texte, voire à aller en opposition à mon texte de temps en temps. Et c'est vraiment ce dialogue-là, texte-image, qui est très très particulier. Et on y pense quand on écrit un album, on est en train de penser aux images aussi, et au possible qu'on laisse à l'autre auteur, autrice qui sera avec nous sur ce livre. Bon, on s'est un peu égaré là, je ne sais plus tout à fait la thématique. Dernière question, parce que ça se termine là. Non ? Ben, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Et donc, on n'a pas fait tout le tour du sujet, c'est bien. On va repartir avec encore des interrogations et peut-être des réponses. Merci à vous. Et donc, on sera en dédicace à partir de 14h tout à l'heure. Vous êtes sur les stands À partir de 14h. À partir de 14h, vous pouvez retrouver des auteurs sur le stand et continuer la discussion.